Bonjour à vous, bienvenue dans votre émission Ilm Hadara, Sciences et Civilisation. J'ai le grand plaisir d'accueillir avec vous le professeur Sirachid Zraq. Bonjour. Bonjour. Et nous proposons aux téléspectatrices et téléspectateurs un petit passage par le droit. Aujourd'hui, le droit est omniprésent dans notre vie, il règle toutes nos relations et parfois, paradoxalement, on ne lui prête pas assez attention. Alors, avant de parler de vos recherches, Sirachid Zraq, peut-être un peu votre parcours pour incarner la figure, pour incarner la recherche. Vous êtes né dans quelle région du Maroc? Je suis né à Fès. Ah, vous êtes né à Fès, d'accord. Vous m'avez dit, en arrivant ici à la Villa des Arts, j'ai reconnu le lycée Moulay Youssef. Oui, effectivement, après donc des études primaires à l'école Mohamed Gsous à Rabat, j'étais interne. J'ai été donc au lycée Moulay Youssef et c'est là où j'ai passé tout mon secondaire. D'accord. Alors, en étant interne, donc quand je suis passé tout à l'heure... Vous avez eu des souvenirs? J'ai eu des souvenirs, effectivement, de très très bons souvenirs. Et c'est toujours un lycée d'excellence. Ah, oui, ce le fut également à l'époque qui était celle de vos études secondaires? J'ai fait toutes mes études secondaires au lycée Moulay Youssef. C'est ça, et il avait déjà la réputation d'un lycée d'excellence. Voilà, il avait déjà. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnalités marocaines qui sont passées par le lycée Moulay Youssef. Voilà. Et après, vous avez rejoint l'université à Rabat, parce qu'à l'époque, il y avait, je crois surtout l'université de Rabat, il n'y avait pas encore le volet Casablanca. C'était en cours. D'ailleurs, j'étais à Rabat, j'ai passé ma licence de droit public à Rabat. Et quand j'ai commencé à enseigner par la suite le droit, c'était le moment où la faculté de Casablanca venait d'être mise en place. C'est cela. Alors, vous avez exercé les fonctions de professeur durant toute votre carrière, après avoir eu 2 thèses, la première thèse, la deuxième thèse, professeur donc avec une thèse d'État, en droit public. Vous avez mentionné le droit public. Quand on dit droit public, cela renvoie à quoi? Ça renvoie à toutes les matières et à tous les domaines de droit public, du domaine de droit administratif, droit des institutions, voilà, le droit, la fiscalité, les relations internationales. Oui. Et moi, je me suis spécialisé justement dans les relations internationales par la suite. L'intitulé de votre thèse, c'était le contentieux territorial entre le Maroc et l'Espagne. Ah, le contentieux territorial avant donc le moment 75. Alors, justement, vous avez soutenu en quelle année? Alors, j'ai soutenu le 12 janvier 1974 au Panthéon. Alors, donc à Paris. À Paris 2. Parce qu'après vos études ici, vous avez été passer une thèse en France, c'est ça? Alors, je suis allé faire un DES de droit public, relations internationales, et en même temps, j'ai fait un diplôme de Sciences Po, économie et finances, dont j'ai eu le diplôme en 1971. D'accord. Et en 1974, donc, vous soutenez votre thèse sur le contentieux entre l'Espagne et le Maroc. Sans savoir ce qui allait venir, justement, parce que justement cette thèse traite notamment de l'affaire du Sahara. Oui. Et des droits juridiques et historiques du Maroc sur le Sahara. C'est ça. Les recherches qui ont duré pratiquement 4 ans. Vous avez pris le volet juridique, parce que bien sûr pour le Sahara il y a eu le volet politique qui allait être inauguré en 75, mais vous avez d'abord pris le côté juridique, qu'on connaît moins précisément et qui donc vous a valu cette thèse, et c'est précisément ces questions juridiques sur le territoire du Sahara que vous avez acquis après votre place ici à l'université. C'est ça que vous avez enseigné? C'est-à-dire quand j'ai soutenu cette thèse en 1974, j'ai été désigné comme maître assistant et puis professeur, et c'est là où j'ai commencé mes études. Alors j'ai enseigné les institutions internationales dans un premier temps, et puis il y a eu un basculement avec la réforme de l'université en 1984,
et je commençais à enseigner la fiscalité d'entreprise. Ah oui, c'est ça. Alors j'allais venir à cet autre volet parce que Monsieur El Zraq, je le dis aux téléspectatrices, téléspectateurs, a plusieurs vies et nous allons peut-être les mettre en coordination et en conversation les unes avec les autres aujourd'hui. Donc là, le droit public, les relations internationales, le conflit et le litige, pour reprendre les termes juridiques, sur le territoire du Sahara, vous avez en même temps, grâce à l'expertise que vous avez acquise sur cette partie du Maroc, vous avez été membre d'une commission de l'ONU, commission nationale qui a été à l'ONU, c'est bien cela? Alors, parfaitement. C'est-à-dire que, par pur hasard, moi j'ai choisi donc le thème disons, du conflit territorial entre le Maroc et l'Espagne, sans savoir que en 75 ou 74 déjà, il allait y avoir justement le déclenchement de l'affaire du Sahara. Alors moi j'ai soutenu en janvier. Et quelques mois après, le 9 juillet 1974, à l'occasion de la fête de la jeunesse, Sa Majesté Feu Hassan II avait déclaré « Nous avons décidé de récupérer le Sahara et nous avons le dossier juridique pour cela. » Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'entre-temps, l'un des membres du jury devant lequel j'ai soutenu le Sahara était un ami personnel de Sidris Obsrei, à l'époque secrétaire d'État à l'intérieur. Et quand je suis rentré au Maroc, parce que la soutenance a été faite à Paris, Sidris Obsrei m'a téléphoné pour me dire « J'ai besoin d'un exemplaire de cette thèse ». Et effectivement, je lui ai donné. Quelque temps après, il m'appelle, il m'a dit « Voilà, Sa Majesté Hassan II, il a eu un résumé de votre thèse et donc il vous passe il vous fait ses félicitations. » Et en juillet, il décide. Nous avons décidé de récupérer notre Sahara. Nous avons le dossier juridique. Alors, c'était le commencement du dossier juridique. Parce que par la suite, il y a eu une commission qui s'est constituée pour justement traiter des problèmes, des titres juridiques et des titres historiques de l'affaire du Sahara. Et l'intérêt, si vous voulez, de cette thèse, c'est qu'elle a soulevé un problème extrêmement important, c'est que j'ai dit que les Espagnols ont considéré le Sahara comme étant une terra nullius, un territoire sans maître. Alors qu'en réalité, ce n'était pas un territoire sans maître. Et la preuve, c'est que lorsque nous avons été à la Cour internationale de justice, la Cour a dit le territoire n'était pas un territoire sans maître, un territoire, une terra nullius, et qu'il y avait des liens d'allégeance entre les tribus du Sahara et les sultans du Maroc. Donc, j'ai eu la chance... Une corroboration du travail que vous aviez effectué. Voilà. Alors, la chance que j'ai eue, c'est qu'effectivement, tout de suite, j'ai participé, alors que j'avais 25 ans, d'abord aux délégations qui ont défendu l'affaire du Sahara devant les Nations Unies, devant l'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité par la suite. Et puis, j'ai fait partie de la délégation qui a défendu le dossier du Sahara devant la Cour internationale de justice. C'est cela. Donc c'était véritablement, après tout ce travail de recherche que vous avez mené, académique. Vous étiez dans tout de suite les travaux pratiques de votre thèse. Des choses auxquelles je ne pensais absolument pas rencontrer le secrétaire général des Nations Unies. C'était véritablement... Mais vous savez comme moi que la recherche, le propre de la recherche, c'est l'imprévisibilité. On ne sait pas sur quoi ça débouche. Ça débouche, effectivement. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs vies dans votre travail de recherche. Ici, dans cette émission, on s'intéresse au profil de recherche de l'invité. Et précisément, le droit public a été en même temps pour vous, comment dirais-je, simplement une des spécialités, puisque vous avez, pendant votre travail à l'université, été en même temps quelqu'un dont on recherchait le conseil juridique et fiscal, parce que vous avez développé tout un savoir de fiscalité. Alors, quand on parle de fiscalité,
Moi, je le vois d'un point de vue de quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose. On pense à l'impôt, on pense, et ma question serait, est-ce que c'est véritablement une des questions de la fiscalité? Quel est l'impôt le plus juste? On parle de l'impôt sur le revenu, on parle de l'impôt sur les sociétés, on parle de l'impôt sur la valeur ajoutée. Toutes ces questions sont peut-être un peu techniques, mais vous êtes là pour nous permettre un peu de les aplanir. Vous savez, je vais vous dire, un impôt, il est très difficile d'arriver à une justice absolue en matière fiscale. Maintenant, il y a des techniques pour justement atténuer les injustices. Alors, l'impôt le plus juste, à mon avis, c'est l'impôt sur le revenu. Parce qu'on prend en considération la situation de la personne, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a des enfants, et puis ce sont ces revenus réels qu'on impose. Et il y a un impôt comme la TVA qui, dans l'absolu, n'est pas un impôt juste. Sur la valeur ajoutée. Sur la valeur ajoutée, parce que... Ça veut dire quoi sur la valeur ajoutée? C'est-à-dire sur la valeur qui est ajoutée au fur et à mesure, si vous voulez, disons, il est supporté par le consommateur final. Et le consommateur final, c'est-à-dire quand vous allez acheter une chemise, on ne vous demande pas si vous êtes marié ou pas. Ni quel est votre revenu. Voilà, ni quel est votre revenu. Donc, ça semble être un impôt injuste. À l'aveuglette. À l'aveuglette. Alors, on essaye d'atténuer justement cette injustice. Alors, par exemple, on exonère les produits de première consommation. On exonère... mais les riches bénéficient aussi bah oui, de cette exonération. Voilà. Est-ce qu'il est si juste que les riches payent la bouteille de gaz à si peu d'argent pour eux, alors que ça reste une somme considérable pour les défavorisés? Vous avez tout à fait raison. Alors le problème, c'est qu'on essaie par des techniques. Par exemple, au Maroc, on s'est rendu compte justement, en parlant du gaz, que les riches également profitent justement des subventions qui sont données par l'État. Sur l'huile, le sucre, le gaz. Alors on essaye, disons, de supprimer ces subventions de façon assez progressive et essayer d'aider, de donner des subventions, de donner disons, des aides à des populations qui en ont besoin. Donc, vous savez, il y a tout un ensemble de techniques qu'on essaie de mettre en place pour limiter les injustices, justement, de la fiscalité. Merci, vous m'avez bien répondu. Je vois bien la démarche, disons, négative. Atténuer les injustices, c'est une démarche indirecte, bien évidemment. Précisément, cette question de la fiscalité, on l'a abordée par ce biais-là, mais elle est aussi abordée par, et je sais que vous avez contribué beaucoup à rendre connaissable la charte d'investissement de 2022. De quoi s'agit-il? Parce qu'elle est passée un petit peu sous les radars des gens qui ne sont pas dans le domaine. Oui, vous avez raison. Vous savez que le Maroc a connu plusieurs chartes d'investissement depuis l'indépendance. Parce que c'est le propre des pays en voie de développement, essayer de mettre en place des incitations financières, mais surtout fiscales, pour encourager les investissements, aussi bien les investissements nationaux que les investissements étrangers. Le problème, c'est que toutes ces expériences ont montré leurs limites. Et il a fallu, alors là, basculer vers quelque chose de très original, très intéressant, en 2022, en mettant en place une charte d'investissement basée sur les primes. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui veut investir, on lui donne une prime, soit compte tenu de l'importance de l'investissement, soit compte tenu du secteur d'investissement, soit de la région d'investissement, etc. Une prime, c'est-à-dire une prime, une subvention. Défiscalisation? Non, c'est pas une défiscalisation. C'est-à-dire qu'on a supprimé, on a écarté complètement les incitations fiscales. D'accord. Parce que ça crée énormément de problèmes. Je comprends. On est passé par autre chose. Par autre chose. C'est-à-dire que c'est un véritable tournant dans l'encouragement des investissements au Maroc. C'est-à-dire que vous venez investir au Maroc, très bien. Quel est le montant de l'investissement? Ça va de... Vous savez, on parlera peut-être des petites et moyennes entreprises. Ah oui, bien sûr. Mais si vous voulez, déjà, on a placé la balle très haute.
il y a des investissements qui vont au-delà de 50 millions de dirhams. On a même des investissements qui vont au-delà de 3 milliards de dirhams. C'est-à-dire ce qu'on appelle les investissements stratégiques, dans des secteurs stratégiques, dans la défense nationale, par exemple. Donc, si vous voulez, on a essayé, au lieu d'exonérer les gens, de leur donner une prime pour pouvoir investir. Et effectivement, ça a donné, déjà depuis 2022 à maintenant, ça a donné d'excellents résultats. La preuve, c'est... On peut déjà évaluer les effets de la charte. Ah oui, il y a une commission ministérielle présidée par le président du gouvernement qui agrée justement ces investissements et les résultats sont excellents. D'accord. Et d'ailleurs, vous avez vu un petit peu le nombre de projets structurels que le Maroc est en train de connaître. Comme quoi, précisément, toutes ces réformes et ces, ces encadrements juridico-administratifs ou juridico-réglementaires sont essentiels pour le développement économique. Parfaitement. Ah oui, c'est cela. Parfaitement, non, bien sûr. Ah oui. Alors justement, on en vient, vous l'avez suggéré il y a un instant, aux PME, petites et moyennes entreprises. Je vais vous donner une petite expérience. Je n'ai pas de petites et moyennes entreprises, mais j'ai été, quand je vivais en France, une fois invité aux amitiés franco-marocaines au Parlement français. Toute une après-midi très instructive pour moi. Et il y a eu un expert de l'OCDE qui est venu, qui a parlé 4 minutes. Et vous savez, ça fait 8 ans. Et je me souviens encore de ce qu'il a dit. Il a dit... Le Maroc est à comparer à un pays comme lui, avec le même arrière-plan spirituel. La Turquie, pays musulman. La Malaisie, pays musulman. Et il a dit, je le cite, l'horizon du Maroc doit être la Turquie et la Malaisie quant à leur PME, petites et moyennes entreprises, et quant à leur éducation. Généralisation de l'éducation et généralisation sur tout le territoire de la petite et moyenne entreprise. Au revoir, merci, et il est parti. Je me souviens encore, parce que je me dis à chaque fois, a-t-on au Maroc généralisé la petite et moyenne entreprise? A-t-on assez combattu l'abandon scolaire? Malheureusement, je dois dire en 2024 que ce n'est pas tout à fait le cas, mais pour l'éducation, je ne vais pas vous demander, parce que vous n'êtes pas maintenant dans les circuits éducatifs, mais quand même vous êtes toujours dans les circuits de la fiscalité et du conseil juridique. La petite et moyenne entreprise au Maroc a-t-elle cet horizon malaisien ou turc? Malheureusement pas. Ça, très franchement, je crois que si le Maroc a réussi pour les gros chantiers, les gros investissements, on n'a pas fait assez pour la petite et moyenne entreprise. Or, ce qu'on oublie souvent, c'est que la PME, constitue 90% du tissu économique marocain. Et c'est la PME qui recrute. Alors, ce qui explique qu'aujourd'hui, nous avons un problème de chômage. D'ailleurs, oui. Nous avons un problème de chômage. Pourquoi nous avons ce problème de chômage? Parce que, peut-être, on est allé vers ce qui est grand et on a délaissé, est-ce que volontairement ou involontairement, la petite et moyenne entreprise. 90%, c'est énorme. Or, côté réforme, qu'est-il possible de faire? Vous qui avez été dans plusieurs commissions, pas seulement internationales qu'on a évoquées pour le Sahara, mais également des commissions nationales de fiscalité, quels sont les horizons pour vous en tant que professeur de droit et en tant que praticien du conseil juridique et fiscal pour faire face à ces carences? C'est-à-dire que déjà, il y a un certain nombre de cadres qui ont été mis en place. C'est-à-dire de projets pour la petite et moyenne entreprise. Malheureusement, ça n'a pas connu le succès attendu. Et moi, à mon avis, si on a écarté les incitations fiscales pour oui. Pour les gros investissements, il faut peut-être maintenir ces incitations pour la petite et moyenne entreprise. Deuxièmement, aider l'entreprise, la petite et moyenne entreprise, à pouvoir s'autofinancer, à avoir des crédits. Or, le problème, vous savez, c'est un petit peu le cercle vicieux. Elle n'a pas les moyens, elle n'a pas de quoi donner des garanties.
Et le financement pose problème. Les banques ne veulent pas justement financer. L'accès au crédit est très difficile. Très difficile pour la petite et moyenne entreprise. C'est l'un des problèmes. C'est l'un des problèmes. C'est l'un des problèmes. Les incitations fiscales, à mon avis, il faut les maintenir pour la petite et moyenne entreprise. Et puis, le problème de la formation. Il faut former, il faut aider. Finalement, vous revenez à l'autre aspect de l'expert de l'OCDE, c'est-à-dire que les deux sont liés. Relever le niveau éducatif va de pair avec la possibilité de promouvoir la petite et moyenne entreprise. Et l'expérience que le Maroc a connue dans le secteur de l'aéronautique et de l'automobile a montré que le jeune Marocain arrive facilement à acquérir cette formation. Oui. Donc, si vous voulez, il faut aider la formation. Oui, il y a un niveau de technicité au Maroc extraordinaire dès lors que les gens ont la possibilité d'exercer avec des moyens disponibles. Ça, c'est un point très, très important. Alors, effectivement, ce conseil juridique et fiscal vous tient à cœur et moi, je suis fasciné par la double polarité, si vous voulez, vous le voyez aussi bien du côté des textes, on a parlé de la charte tout à l'heure, du côté des réformes, que du côté pratico-pratique, c'est-à-dire des réalisations. Et je crois qu'il faut tenir les deux bouts, parce que l'un ne va pas sans l'autre, bien évidemment. Alors, Monsieur El-Zraq a une autre vie, en dehors de la fiscalité, en dehors du droit international. Vous vous intéressez beaucoup aux figures bibliques. Alors on va sortir peut-être un peu du côté du domaine du droit, mais je tiens à évoquer beaucoup cet aspect, parce que depuis quelques années, vous lisez, vous êtes un croyant pratiquant, et vous vous intéressez aux figures bibliques et évangéliques des grands textes sacrés. Vous avez consacré un livre à Jésus, vous avez Jésus dans le Coran, à Moïse dans le Coran, c'est-à-dire que vous vous dites comment le texte sacré qui est celui que vous lisez et que vous pratiquez a donné accès à des figures des autres religions. Et pourquoi cet intérêt qui maintenant devient un intérêt dominant de votre personne, j'allais dire, pas seulement de votre profil? Vous savez, je vais vous dire, il arrive un moment où on sent le besoin de changer un petit peu, disons, de parcours. De quitter la rue de routine. Voilà. Et comme vous le disiez, je lis énormément le Coran. Et j'ai été frappé justement par la place des prophètes des autres religions qui est réservée dans le Coran. Jésus notamment et Moïse. Moussa wa Issa. Moussa wa Issa. Alors, je me suis dit, et puis de l'autre côté, avec ce que le monde connaît aujourd'hui, ces bouleversements politiques, cette géostratégie. Voilà. Et puis, on commence un petit peu à dénigrer le Coran, à dire que le Coran est à l'origine des terrorismes, etc., etc. Bien. Je me suis dit, il est de mon devoir de faire connaître justement ce que dit le Coran des prophètes des autres religions. Et c'est peut-être le meilleur moyen qu'il y ait un rapprochement et qu'on démystifie un certain nombre de préjugés. Et j'ai commencé par Jésus, grande figure biblique du Coran, et effectivement j'ai eu des échos et des retombées qu'on ne peut pas imaginer. Les gens ont découvert, surtout les chrétiens, ce que le Coran dit de Jésus. Vous l'avez écrit en français, il a été traduit en arabe. Parfaitement. Je l'ai écrit en français. Et donc, Jésus dans le Coran. Jésus dans le Coran, Isa fil Qur'an, oui. l'Arabia. Alors le titre, c'est Jésus, grande figure biblique du Coran. Et comme je disais, ça a eu énormément de retombées. Et les chrétiens se sont dit, mais on ne savait pas que le Coran disait autant de choses de Jésus et surtout de Marie. Alors je suis en train d'ailleurs d'écrire un autre livre sur Marie que je vais intituler L'incroyable place de Marie
mère de Jésus dans le Coran. C'est pour faire connaître. Et puis également Moïse. Alors comme il y a eu un certain succès auprès de la communauté chrétienne, je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose avec la communauté juive? Et j'ai écrit Moïse, judaïsme et islam. Et là aussi, les retombées, les échos sont quand même très bons. Alors précisément, ce qui vous a intéressé dans ces deux figures, on peut peut-être pas le résumer, mais l'évoquer par une sourate et un verset d'une sourate qui dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Je traduis, ne disputez pas les gens, du livre que de la bonne façon. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise façon de discuter, qui est une façon de chercher toujours l'ambiguïté, de chercher toujours l'opacité. Et il y a le Jadal Hassan, et il y a le Jadal qui n'est pas Hassan. Effectivement. Alors, justement, c'est un verset de Surat Al-Ankabut qui, à mon avis, résume ce que le Coran préconise dans la relation que nous devons avoir avec les gens du livre. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. C'est-à-dire discuter, pouvoir avoir une discussion, même parfois franche, etc., mais de façon prompte et vive. Voilà, mais de façon courtoise. Oui. De façon courtoise et pacifique. Oui. Et pacifique. C'est-à-dire... il y a le jadel qui exerce l'esprit, il y a le jadel qui détruit l'esprit. Voilà. Et dans la même ayat, il y a le fait que wa ilahuna wa ilahukum wahid. Oui. Ce qui est extraordinaire, c'est que depuis chose qu'on oublie souvent, c'est que notre religion, l'islam, n'est que le prolongement des autres religions monothéistes. Depuis Abraham jusqu'à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même religion qui prône la même chose. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'islam constitue une véritable synthèse des autres religions monothéistes, puisque nous reconnaissons les autres prophètes, nous reconnaissons les évangiles, nous reconnaissons la Torah, et pour celui qui ne le fait pas, n'est pas un bon musulman. Donc on va très loin. Et puis, toujours dans la même ayat, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion de musulman n'est pas nécessairement liée à la religion musulmane. Non, puisque Abraham aussi était considéré comme musulman. C'est-à-dire c'est un terme pré-musulman, beaucoup plus large. Ça veut dire c'est la soumission à un Dieu unique. C'est cela. Et ceci, la preuve, c'est que le mot musulman, on le trouve aussi bien de l'époque d'Abraham, du temps de Moïse, de la bouche du pharaon, de la bouche de la reine de Saba. Donc la notion de musulman n'est pas liée uniquement à la religion musulmane. Ça, c'est un point important. Mais bien sûr. Et c'est la notion, c'est la soumission à un Dieu unique. Quelqu'un qui reconnaît l'existence d'un Dieu unique est un musulman. Alors, on arrive au terme de l'émission. Une évocation très rapide. Ad-din ibadat wa mu'amalat. Et le mu'amalat, vous avez été très engagé, vous êtes très engagé dans des associations d'aide aux malades, de gens qui sont malades, qui ont une maladie du sang. Vous avez aussi cette association Saned Ibn Rushd, l'association FAC 2020, l'association pour les gens atteints d'une maladie du sang. Une rapide évocation avant la fin de ces associations très importantes pour soulager les personnes en détresse et en situation pathologique. Oui, j'ai eu la chance, disons, de m'occuper de ce genre d'association. Et j'ai donc présidé aux destinées d'une association qui s'appelle Agir. Agir, c'est l'association de soutien aux malades du sang et aux enfants atteints de cancer. On a eu 3 objectifs qui ont été réalisés
Et notre association a été la première à introduire au Maroc la greffe de moelle osseuse. Très important. Qui est extrêmement importante. Oui. Alors, pour faire vite, parallèlement, quand j'ai vu le succès qu'a connu Agir, je me suis dit pourquoi ne pas étendre la même expérience à d'autres services de l'hôpital de Ibn Rushd, et on a créé l'association Ibn Rushd. Et là, on a fait, disons, on a travaillé, on a mis en place un certain nombre de projets, et si vous voulez, ça a très bien marché. Malheureusement, cette association n'a pas connu, disons, de suite. La troisième association, c'est une association CEFAC 2020. C'était dans le cadre de la faculté de droit. C'est pour promouvoir des projets pour les étudiants au sein de la faculté. Magnifique, toute cette dynamique. Je vous remercie beaucoup, Sir Rachid Zerrouk, pour votre passage dans cette émission. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci de votre écoute, attentive comme d'habitude, et je vous dis à une prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir.